Donc, comme je le disais, on s'est engagé pour la durée de la guerre contre le Japon, et puis on a attendu. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que ça devait être fin juillet, et donc il y a eu assez rapidement Hiroshima et Nagasaki, et le Japon a capitulé. Et on a posé la question à nos supérieurs, qu'est-ce qui se passe, puisque la guerre contre le Japon est finie, donc notre engagement est terminé aussi. On ne nous a pas répondu, et on a appris un peu de façon indirecte que nos camarades qui étaient partis les premiers allaient être incorporés à la 9e division d'infanterie coloniale et risquaient d'aller non pas au Japon mais en Indochine. Alors ça, c'était tout à fait différent, ce n'était plus la partie d'aventure que pouvait représenter l'affaire japonaise, et on a pensé que, quelques-uns de mes copains et moi, on a pensé que ça ne nous intéressait pas. Alors on s'est renseigné, et une nuit on a été, avec complicité de camarades qui étaient dans le travail de bureau, on a été à l'état-major de la division sur les bords du lac de Constance, et à Friedrichshafen, et on a fait disparaître, on a fracturé un bureau, et on a récupéré nos engagements et on les a brûlés. Bon, voilà. Donc ça a été la fin de cette histoire. Enfin, c'était donc dans le fond la deuxième désertion après le troisième engagement volontaire. Je crois qu'il faut préciser, enfin, on le disait l'autre jour, que il n'y avait dans ce bataillon que des engagés volontaires, de différentes origines, enfin ceux du 16e et puis les autres, mais qu'en général, effectivement, c'était pas très très militariste. Enfin, il y a eu de durs combats, il y a eu des tués et des blessés, bon, les gens ont fait leur boulot, mais notre compagnie, par exemple, ma compagnie, chantait en défilant une chanson antimilitariste, ce qui venait de 36 et des auberges de jeunesse, et qui, et personne n'y trouvait à redire. Enfin, c'était pas encore l'armée, c'était pas le retour à l'armée au sens classique du terme, c'était vraiment un autre monde dans lequel on se battait contre les nazis, mais sans sentiment militariste, au contraire, puisque les souvenirs de 40 étaient pour moi en particulier les souvenirs de la désertion des officiers, la désertion des cadres de l'armée. Bon, donc après, Delattre a cessé d'être le général en chef, et on a quitté les bords du lac de Constance, où on était un peu le bataillon de protection du quartier général, et on est parti, on a été exilé dans le Jura-Souabe. Alors il faut dire que c'était une époque un peu spéciale dans la mesure où effectivement l'Allemagne de la fin de la guerre, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde circulait en Allemagne. Au mois d'avril, on avait attaqué la ligne Siegfried, mais pas à l'envers, en venant de l'Allemagne en direction de la France pour en chasser des Russes qui pillaient dans le coin et qui s'étaient réfugiés dans les blocos de la ligne Siegfried. Enfin, bon. On rencontrait sur les routes, en avançant vers le sud-est, on rencontrait des gens qui rentraient de déportation, enfin, des internés, mais on a rencontré aussi des travailleurs italiens qui rentraient chez eux. On rencontrait tout ce qu'on voulait. Enfin, c'était un spectacle assez extraordinaire que ce remue-ménage dans ce que j'appellerais le chaudron de la sorcière. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et on a été une fois, on a eu l'occasion dans les derniers jours d'avril d'être mis en position pour protéger l'armée française qui venait d'occuper Ulm, mais elle n'avait pas le droit,
c'était réservé aux Américains contre une représaille américaine. Bon, tout ça était assez confus et assez spécial. Alors, et puis, immédiatement après la fin de la guerre, on se demandait si c'était réellement fini. C'est-à-dire que la crainte de la Troisième Guerre mondiale entre l'Amérique et l'URSS commençait déjà à exister. Et puis, c'est passé des choses très drôles. Un jour, une anecdote comme ça, un jour, il y avait un mess des officiers où déjeunaient, dînaient les officiers du bataillon. Et les hommes du groupe de transmission, il y avait quand même un groupe de transmission qui s'était un peu étoffé, ont branché la radio à l'heure des informations sur leur propre, enfin sur un micro à eux. Et ils ont annoncé que la France venait de décider avec l'Angleterre de déclarer la guerre à l'Espagne pour chasser Franco. Et tout le monde y a cru. Et par malheur, nos officiers recevaient à déjeuner ce jour-là le commandant de la division, et celui qui a gobé le truc comme tout le monde et qui est parti à toute vitesse à son QG pour savoir s'il avait des ordres. Ça paraissait donc logique, entre autres, de foutre Franco en l'air, par exemple. Enfin, c'était dans la logique de l'époque. Et donc, après que Delattre ait quitté le commandement de la première armée, on a été évacués et on a passé l'automne, fin septembre et début octobre, dans un village perdu du Jura Souabe, ce qui est une chose assez extraordinaire. Enfin, notre compagnie occupait ce village au milieu de paysans qui apparemment n'avaient pas spécialement souffert de la guerre parce sauf qu'ils avaient à manger. Mais il n'y avait plus d'hommes. Ça, c'était clair, la caractéristique de l'Allemagne de l'époque, c'était les villages. Bon, moi, j'ai pas été dans les villes, mais les villages, c'était des villages sans hommes ou avec simplement des vieux et de temps en temps un unijambiste ou un manchot. Enfin, il n'y avait pas. Tout reposait sur les femmes. Bon, là, on a été vraiment c'était une très grande tranquillité et on avait quasiment fondé une république autonome. On se nourrissait sur le terrain, on fournissait par contre à nos hôtes des denrées qu'ils n'avaient pas et qu'on recevait nous. On achetait, parce que j'avais eu la chance de faire prisonnier un comptable de bataillon, je crois, ou de régiment, avec la paye. Donc on avait des marques. Enfin, la compagnie avait des marques et on achetait ce qu'il fallait en bétail. Enfin, on ne pillait pas, on était très bien. Et on était vraiment très heureux avec ces gens-là. Enfin, dans un coin il fallait, pour retrouver ce village, il fallait traverser au moins. Il y avait 3 ou 4 routes, mauvaises routes qui permettaient d'y arriver, mais il fallait traverser au moins 5 km de forêt sur chaque route. C'était vraiment une clairière au milieu d'une forêt du Jura Souabe. Voilà. On est resté là un certain temps et puis finalement je suis rentré en France à la fin de l'année en me demandant ce que j'allais faire. Alors je suis retourné à l'endroit où je travaillais, au service des constructions provisoires, où je faisais de la comptabilité analytique. Et j'y suis resté encore 1 an. Et puis après j'ai eu différents boulots, toujours en comptabilité. Ça a duré quand même, ça a duré un bout de temps, de 46 à 50, à la fin de 53. Et c'est à la fin de 53 que j'ai quitté définitivement des emplois de comptable pour essayer de vivre d'articles de journaux. Vous avez commencé à écrire déjà en fait aussi, c'est ça? Oui. Il s'est passé des tas de choses. C'est-à-dire que j'avais envie de faire de la politique, d'une part. Et alors faire de la politique à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? Il y avait le Parti communiste. Donc, pour des raisons diverses, en partie justement parce que dès le séjour en Allemagne, j'ai commencé à être européen.
contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est cette vision de la paysannerie allemande, de la manière dont on avait trompé les gens, qui m'a conduit à commencer à penser un peu Europe. Et le Parti communiste à l'époque était extrêmement chauvin. Et ça collait pas. Et puis on avait l'impression que l'armée rouge n'existait plus, qu'il y avait l'armée soviétique. Donc que l'internationalisme n'existait plus. Alors, j'étais catholique. Mon père a adhéré au MRP à ce moment-là. C'était la première fois qu'il adhérait à un parti politique, et il avait 66 ans. Il n'avait jamais fait de politique et il a adhéré au MRP. Bon, moi, ça ne me convenait pas non plus parce que c'était pas, etc. Alors, avec quelques copains, on a erré un peu, on a fréquenté un peu les anarchistes, on a fréquenté, et puis on s'est retrouvé dans quelque chose. Le MRP, c'était l'héritier du sillon de Marc Sangnier, de la démocratie chrétienne. Et quand le MRP s'est créé, il y a des gens qui sont restés plus à gauche dans un petit groupe qui s'appelait la Jeune République. Et on a... Non, dehors. Ils ne sont pas rentrés au MRP. Ils ont gardé donc leur autonomie. C'était des gens qui avaient la plupart qui avaient eu de grosses activités de résistance, et ils n'ont pas voulu rejoindre le MRP. Et ils ont gardé leur truc qui s'appelait la Jeune République, qui datait d'avant-guerre. Et qui était nettement plus à gauche que le MRP. Alors j'ai adhéré à ça en 1947, je crois. Et puis, 1 an et demi plus tard, par l'intermédiaire de cette Jeune République, j'ai participé à une rencontre européenne en Autriche. Et là, j'ai rencontré un jeune homme, qui était plus jeune que moi, donc qui n'était pas très âgé par conséquent, qui s'appelait Gérard Etienne, et qui était élève de l'ENA, qu'on venait de créer, et qui m'a entraîné dans des liaisons avec des Allemands, des Italiens, des Belges, aussi des gens qui quittaient les pays de l'Est à l'époque, qui étaient de cette frange, disons, démocrate chrétienne de gauche. Bon. Et on a monté ensemble un groupe de liaison internationale, qui éditait un petit bulletin et qui organisait quelques rencontres, etc. Il était, lui, très lié avec un dominicain qui s'appelait Lebray, le père Lebray, qui avait fondé Économie et Humanisme, c'est-à-dire une école de sociologie basée sur l'intervention directe des participants et non pas sur l'intervention universitaire. C'était quelque chose qui a eu de nouveau. Enfin, il avait fait ça avant la guerre et bon, il reprenait après. Alors, avec Gérard, on a par exemple, au moment où il était question de réarmer l'Allemagne, on a organisé à Düsseldorf la première rencontre contre le réarmement allemand, appuyée sur des Français et des Allemands. Et donc, alors on voyageait pas mal. Moi, j'étais au Danemark, j'ai été en Allemagne à des premières rencontres franco-allemandes organisées justement par le Bray, etc. Là, j'ai rencontré des gens que Marielle connaît, les Zibura, les amis de Berlin qui sont restés. Tiens, il a entre parenthèses, Gilbert Zibura parlait hier soir à la télé dans l'émission dans les souvenirs d'il y a 50 ans. Enfin, comment s'appelle cette émission? Histoire parallèle, oui, c'est ça. Il est l'interlocuteur de Victor. Bon, pas de Victor. Son nom est facile à retrouver. Ça devait pas être sous ce mouvement. Rencontrer des Allemands après la guerre, c'est
Non, c'était pas très à la mode. C'était pas très à la mode, mais il y avait quand même, bon, disons que ces milieux, ces milieux démocrates chrétiens étaient un peu plus ouverts que les autres à la chose. Hein. Bon, c'est tout de même Schumann, de Gasperi et Adenauer qui ont un peu lancé, qui après, avec Monet, ont lancé l'Europe du charbon et de l'acier, la communauté charbon-acier. Bon. Mais c'était pas très à la mode. Mais il y avait pas, il y avait aussi des Italiens. C'était vraiment assez. Et on a commencé à. Les premiers articles que j'ai faits, je les ai faits justement pour informer sur des situations françaises, syndicales, politiques, mais syndicales aussi, assez fortement, pour informer des journaux allemands, hollandais, etc., de cette tendance. Enfin, donc, mes premières activités journalistiques qui ont été internationales, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc, en fait, c'était des informations sur la France qui passaient dans des journaux ouverts à cette tendance dans différents pays. Et au Canada aussi, au Québec. À l'époque, le Québec était encore pas du tout dans la ligne qu'il a eue depuis. Les progressistes étaient minoritaires, très minoritaires. Mais enfin, ils existaient, ils avaient une presse. À ce moment-là, votre activité principale, donc, c'est de travailler en comptabilité et oui. à côté de ça. Oui, je travaillais en comptabilité dans la journée et je faisais d'autres choses le soir. Il y avait notre petit groupe avait une secrétaire que je rencontrais dans les bistrots, à qui je dictais. Moi, je savais pas taper à la machine, j'avais pas de machine. Hein. Je dictais donc du courrier à une fille sympathique qui le tapait et on se revoyait le lendemain pour que je signe, enfin des choses comme ça. Et ça se passait généralement dans des bistrots. Bon. Alors, je ne sais pas où ça nous aurait mené. Gérard était un type extraordinaire, très intelligent, de bourgeoisie, mais ouvert bien entendu, mais qui avait un avenir politico-économique devant lui considérable, et il a fait son service militaire. D'abord, il a fait son stage de l'ENA à l'ambassade de France, au gouvernement général français en Allemagne, à Bonn. Et là, vraiment, ça nous a ouvert des portes assez importantes. Enfin, on était vraiment très, très proches. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir. Tout le monde parlait français, alors je n'ai pas appris l'allemand, très mal, sauf ce que j'avais appris en occupation. Mais Gérard s'est tué pendant son service militaire. Il était observateur d'artillerie, aspirant, et son avion s'est cassé la gueule dans un arbre. Son pilote et lui se sont tués en 1954. Il avait 26 ans. Et bon, ça fait partie des choses qui sont pour moi très importantes, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu s'il était vivant. Bon. Peut-être rien du tout. Rien de plus. Ou peut-être on serait séparés 2 ans après. Mais ça reste un mystère. Une grosse influence. Oui. Une grosse influence et une complémentarité. Je pense que je lui apportais des choses. Il avait évidemment beaucoup plus de capacités relationnelles que moi, parce que ses origines familiales étaient différentes. Mais bon, j'apportais autre chose. Alors on avait décidé, ça a donc duré comme ça, un certain nombre, ça a duré disons de 49 à 54. Hein, on a fait des choses diverses. Alors, même mes vacances y passaient, mais c'était, j'allais en vacances en Italie avec mon frère, et on allait de connaissance en connaissance. On a rencontré des gens assez extraordinaires, des gens qui recueillaient les enfants
qui montaient qui recueillaient les enfants orphelins et qui montaient des familles avec. Enfin, c'est tout à fait. C'était une époque aussi. Alors, il faut dire que, en même temps, se développaient donc en France des événements politiques qui. Bon, la situation était claire. Il y avait le PC. Le PC a perdu définitivement ses chances, à mon avis, ses chances révolutionnaires en 47-48, au moment des grandes grèves. Bon. Après, il a eu des électeurs, de la place, des députés, tout ce qu'on veut, mais il n'a plus pesé réellement sur le pays. Bon, le gaullisme montait de l'autre côté, puis au milieu, il y avait donc la troisième force, la SFIO, le MRP, dans le fond, que nous autres, on méprisait assez fort. Et il y a eu très tôt des tentatives pour faire d'autres choses. Alors, elles venaient de différents milieux. Il y avait effectivement les trotskistes qui jouaient un rôle. Il y avait des gens justement d'origine catholique et qui essayaient de faire remuer la CFTC. À l'époque, c'était la CFTC, il n'y avait pas de CFDT. Entre autres, une gauche syndicale, donc. Il y avait... oui, c'était quand même c'était le principal. Et il y avait donc des intellectuels aussi qui tentaient d'organiser quelquefois des mouvements. Alors il y a eu par exemple le mouvement le Rassemblement démocratique et révolutionnaire, qui était animé par Sartre, qui s'en occupait pour peu, et par David Rousset, qui est donc un ex-trotskiste, rescapé de Buchenwald, qui a joué un rôle important dans les dénonciations des camps soviétiques, etc. Bon. Alors on tournait autour de ça, et on y adhérait plus ou moins. Et puis, à un moment donné, on s'est dit il faudrait quand même que nous aussi, nos amis allemands étaient engagés au SPD ou au Centrum, c'est-à-dire quelque chose qui était un peu qui était la ligne de gauche. Enfin, ils n'avaient pas voulu aller à la CDU et ils étaient restés, ils avaient fondé ils avaient repris le vieux parti catholique du centre, mais en le situant beaucoup plus à gauche. Donc c'était là aussi un peu des dissidents de la démocratie chrétienne au pouvoir. Ou d'autres étaient au SPD, entre eux ils discutaient de savoir s'il fallait être plutôt là que là, enfin bon, pour des raisons tactiques, mais c'était pour des raisons tactiques, c'était pas pour des raisons fondamentales, c'était pas idéologique. Et les Italiens c'était pareil, on était en liaison avec des gens qui étaient autour de Dossetti, qui était à la gauche de la démocratie chrétienne, et qui se posaient des questions du genre on y reste pour la changer ou on en sort, enfin bon, c'était ça les questions de l'époque. Et nous, il n'était pas question d'entrer au PC, et il n'était pas non plus question de rejoindre le centre MRP et SFIO. Pardon. C'était vraiment la chose à ne pas faire. Enfin, bon. Et la SFIO, c'était aussi mauvais à cause des guerres coloniales, entre autres. Tout ce monde était engagé dans les guerres coloniales, alors qu'on s'est battu dès le départ pour la paix de Chine, entre autres. Et donc, il n'était pas question pour nous de se politiser par là. Alors, on a quand même décidé on se dit, faudrait qu'on ait une assise, enfin, on participe à la vie française, parce qu'on n'y participait pas, finalement. Et c'est là qu'on a rencontré le MLP, le Mouvement de Libération du Peuple, qui était donc issu de la JOC, de Jeunesse ouvrière chrétienne, et qui, vers 1953, se politisait. C'était d'abord un mouvement familial, et puis on a séparé la partie défense des familles, enfin, etc., qui avait été très active. C'est des gens qui avaient monté des services pour les familles, enfin, les aides familiales, les maisons de vacances, ça vient en partie d'eux. À cette époque-là, les machines à laver étaient rares, ils avaient organisé des services collectifs de machines à laver qui se déplaçaient d'un appartement à l'autre, à Roubaix par exemple. Enfin, c'était très bien fait. Mais ils avaient donc séparé cette partie d'activité familiale d'une partie beaucoup plus
politique. Alors on avait décidé de les rejoindre, et on les a rejoints dans le courant de 53. J'ai commencé à écrire dans le journal qui s'appelait Monde Ouvrier, en faisant justement un reportage sur Berlin au moment de juste après, j'étais à Berlin juste avant les émeutes de Berlin en juin 53, et j'avais donc vu Berlin-Est. J'avais eu des contacts grâce aux liaisons nouées par Gérard en particulier, puis par Zibura. J'avais eu des contacts et j'avais senti que quelque chose n'allait pas du tout. Donc quand je suis rentré et que les émeutes ont éclaté, j'ai été en état d'écrire un certain nombre de choses là-dessus. Bon. Et en février 54, j'ai décidé d'abandonner le travail salarié et d'essayer de vivre avec ce que je faisais dans les journaux d'hiver. Bon. Ça n'a pas duré très longtemps. Je veux dire que j'ai en fait été assez rapidement embauché à mi-temps, puis à temps complet à Monde Ouvrier. Et je suis devenu à la fois journaliste et permanent politique du MLP. Bon, le MLP était donc très ouvrier, avec des gars j'ai rencontré Joseph Linder à ce moment-là, par exemple, en 54, qui tous étaient militants syndicalistes, en général, étaient militants syndicalistes, les hommes, soit à la CGT, soit à la CFDT, parce que à la CFTC, pardon, parce que là aussi la question était, le débat était tactique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être à la CGT pour travailler, est-ce qu'elle ne soit pas exclusivement communiste, ou est-ce qu'il faut faire évoluer la CFTC pour faire un autre syndicat qui fasse contrepoids, qui soit aussi engagé que la CGT, mais qui fasse contrepoids. Bon, ce type de débat avait lieu, y compris à l'intérieur du MLP, et il y avait donc ici des leaders de la CFTC, parce que Descamps avait laissé une trace personnelle très forte. La métallurgie, la sidérurgie avait des types très durs qui étaient restés CFTC, et puis d'autres, comme Joseph, avaient été à la CGT, etc. Bon, mais ça ne nous séparait pas. Alors, on essayait, justement, mon boulot, c'était entre autres de faire vivre ces gens ensemble et de faire en sorte que les choses restent des choses tactiques et ne jouent pas sur le fond. Alors, le MLP avait été tenté, a connu deux tentations au moment où j'y arrivais. D'une part, la politisation a entraîné des départs de gens qui voulaient un mouvement mais pas politique et qui ont fondé autre chose qui s'appelait le mouvement de libération ouvrière, et d'autre part un petit groupe qui rentrait au PC. Donc, entre les deux, il y a eu donc cette avancée politique qui, en 1958, a abouti à la création donc d'autres choses, l'Union de la gauche socialiste, où on a retrouvé des groupes de gauche qui s'étaient fondés autour de l'Observateur, qui s'appelait à l'époque l'Observateur, ou France Observateur, parce qu'il y avait eu un procès. Donc, des groupes de gauche autour de Bourdet, de Gilles Martinet, des gens qui quittaient la SFIO parce qu'ils en étaient déçus, des trotskistes, et nous. Bon, on a fait un mélange avec tout ça, et ça n'a pas été sans poser de problème, mais les problèmes paraissaient moindres à l'époque à cause de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que le dénominateur commun, c'était la lutte pour la paix en Algérie. Donc, le reste était un peu rejeté à l'arrière-plan, et effectivement, des crises ont éclaté ultérieurement en 62, quand la guerre d'Algérie était finie et qu'on s'est retrouvé en fait avec besoin de définir d'autres politiques. On parlait beaucoup en France de la guerre d'Algérie à ce moment-là, il n'y a pas seulement les intervenants politiques qui étaient recrutés, au niveau de la population. En général, c'était vraiment un sujet
Bah oui, oui. Le sujet était. On en a. Au début de la guerre, en 54-55 peut-être, on n'en a pas parlé des masses. Mais les élections de 56 ont quand même été faites sur ce thème. Hein, Edgar Faure, qui gouvernait à l'époque, a quand même s'est débarrassé de la guerre du Maroc. Il en avait 2 sur les bras. Il a rétabli donc le sultan du Maroc et il a essayé de gagner les élections. Il a été battu. Il a été battu tout de même par une coalition qui allait depuis un certain nombre de gaullistes. Ça s'appelle le Front républicain, qui voulait remettre Mendes au pouvoir et pour finir la guerre d'Algérie. C'était quand même le thème numéro 1. C'était l'époque de la grande prospérité. Donc il n'y avait pas la prospérité économique. Il n'y avait pas une contestation politique très forte sur le plan intérieur. Vraiment, le thème de la guerre d'Algérie a été dominant à ce moment-là. Et comme il a été dominant dans l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Donc il a été dominant et les élections de 56 se sont faites là-dessus. Après, donc, il y a eu le gouvernement Mollet et le retournement de situation, c'est-à-dire que les gens qu'on avait élus pour faire la paix ont fait la guerre. L'opposition s'est durcie. Mais l'opposition, le PC est rentré très très lentement dans l'opposition, dans la vraie. Justement avec comme thème, les masses ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc il faut suivre les masses. Donc c'était faux. C'était faux parce qu'effectivement, il n'a pas. Le rôle d'un parti politique ou d'une avant-garde, ce qu'il prétendait être, c'était plutôt d'entraîner les masses que de les suivre. Il restait sur des positions qui, par l'intermédiaire de la CGT, étaient des positions de revendication immédiate. On revendiquait et on obtenait d'ailleurs des augmentations de salaire parce qu'effectivement, la situation économique était. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas les demander et pas les obtenir, mais ça ne correspondait pas à la situation politique. C'était parfaitement insuffisant. Et les opposants durs étaient très minoritaires et venaient des milieux dont je viens de parler, c'est-à-dire soit l'UGS, puis ensuite le PSU, mais aussi, le PSU ce n'est qu'à partir de 61, mais aussi des gens isolés, des journaux, le Nouvel Observateur, Témoignages chrétiens, une série de choses qui s'opposaient à la guerre et qui, je sais pas, pour prendre là aussi pour revenir à l'anecdote, un type qui s'appelle André Mandouze, qui était professeur de latin et qui avait participé à la résistance, qui doit avoir une dizaine d'années de plus que moi, pas plus, était un spécialiste de Saint-Augustin, avait beaucoup travaillé en Algérie et était en contact, a été contacté à cause de ses relations anciennes par le FLN pour faire des propositions à Mollet. Il est venu en France et il a vu Mollet et il lui a dit voilà ce que les autres m'ont dit, on l'a foutu en tôle pour intelligence avec l'ennemi. Il n'est pas resté très longtemps, il est resté 1 mois à la Santé, mais quand il a été enfin, il y avait des pétitions, des manifestations en sa faveur et toutes sortes de choses, et quand il est sorti, on était une quinzaine à l'attendre. Ça allait depuis l'ambassadeur de Bourguiba en France jusqu'à François Mauriac, en passant par Bourdet, par les gens de l'Observateur, par nous, c'est-à-dire les 2-3 dirigeants de l'UGS, du MLP. C'était encore le MLP, c'était pas encore l'UGS. C'était ça, mais petit à petit, le tournant, il y a quand même une grosse chose populaire, ça a été le refus des appelés de parti. Et c'est sans doute ça qui, en 56, a amené Edgar Faure à... il y a des appelés à Grenoble ou ailleurs qui ne sont pas partis, qui refusaient de partir, refusaient de prendre le train. Alors, en liquidant la guerre du Maroc, en annonçant les élections, on a effectivement cassé le mouvement. Après les élections, le gouvernement Mollet était fait pour faire la paix, et donc ce n'était pas
quand il a changé, le mouvement était mort. Enfin, c'est des choses qui arrivent, ça. Donc, on ne peut pas dire que les gens étaient insensibles à l'Algérie. Et petit à petit, s'est développé dans les milieux en question, c'est-à-dire, en fait, certains milieux syndicalistes de la partie ouvrière de la CFTC, et aussi de la partie intellectuelle, mais enfin, la partie ouvrière, spécialement si je pense à ici, dans des milieux d'enseignants aussi, s'est développé des formes de solidarité avec les combattants algériens, avec le FLN. Donc on a éventuellement réparti le travail, c'est-à-dire ceux qui avaient une position officielle dans des mouvements de gauche ne portaient pas de valise. Alors moi j'étais à l'époque, vers la fin de la guerre, on avait fondé un truc qui s'appelle Centre de culture ouvrière. C'était aussi qui est devenu Culture et Liberté par la suite. On était reconnu par le congé d'éducation ouvrière et on faisait des stages de formation au syndicalisme ou à l'économie dans un lieu près de Meaux qui appartenait à l'éducation nationale, qui était un lieu officiel, et donc on avait des conditions de gratuité ou quasi-gratuité. Bon, on y a organisé des stages de formation syndicale, pas d'autre chose, mais exclusivement de militants FLN. Je dirais que le directeur, qui était un républicain à l'ancienne mode, très laïque, et qui aimait... Enfin, c'était encore un hussard de la République. Il savait très bien ce qui se passait. Il exigeait seulement que les types essuient bien leurs pieds avant de rentrer à la salle à manger, parce qu'il avait le goût de l'ordre. Mais il savait très bien qui il accueillait. C'était... Alors je ne sais pas que dire encore sur la guerre d'Algérie, c'est... Oui, les choses se sont bâties petit à petit. Enfin, ça a quand même duré longtemps. L'opinion de la population pour l'instant, l'Algérie française au monde a évolué énormément. Elle a évolué énormément. C'est-à-dire que personne ne connaissait la situation, enfin personne, sauf ceux qui avaient eu l'occasion d'y aller, ne connaissaient la situation en Algérie. C'est-à-dire que la thèse de l'Algérie française était parfaitement imprégnée à la population, mais ça voulait dire éventuellement, justement, y compris pour des gens de gauche, que les Algériens devaient être français à part entière. Or, la thèse des gens d'Alger, ils avaient beau dire Algérie française, c'était pas leur thèse. Leur thèse, c'était Algérie colonie française, qui est tout à fait différent. Donc ils ont loupé les occasions à plusieurs reprises, y compris la première en 1936, au moment du gouvernement Blum. Bon, après encore, etc. Mais ils n'ont jamais voulu l'égalité. Bon, c'est très clair. S'il y avait eu égalité, bon, les choses politiques changeaient en France. Donc, l'idée que l'Algérie était française restait fortement, imprégnait fortement la population. Encore une fois, à la fois parce que c'était l'habitude, et à la fois parce que pour d'autres, pour certains en particulier les gens de gauche, c'était la manière de... On était intégrationniste. Enfin, on pensait fortement que Mitterrand l'a dit, bon, je pense qu'il ne mentait pas sur ce point-là, l'idée que la France apportait la démocratie et que les Algériens pouvaient y participer était quand même une idée qui avait fait les beaux jours de la gauche française jusqu'en 1954. Enfin, et c'est
comment dirais-je, l'immigration était forte dans certains coins, elle n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et le côté anti-arabe ou anti... Enfin, le racisme, il y avait sans doute des choses qu'on pourrait considérer comme racistes. Mais ça n'imprégnait pas, il n'y avait pas de peur de l'Algérien. D'ailleurs, l'Algérien venait travailler, il repartait, enfin, etc. La situation a complètement changé. Et après, alors il y a eu des choses très, très dures ici, à Metz. On a ramené d'Algérie je ne sais quel régiment de parachutistes quand Massu a été chassé, quand De Gaulle a destitué Massu, parce que Massu avait pris une position contraire à ce qu'il voulait. Quand Massu est devenu gouverneur militaire de Metz, il y avait déjà sur Metz on n'y était pas encore, hein, bon, fin 60, début 61, il y avait un régiment de parachutistes qui a commencé à casser de l'Algérien. Les Algériens ont riposté, et Massu a finalement fait venir 3 compagnies de CRS pour séparer les combattants. Enfin, c'est assez spécial. Enfin, mais ici, c'était quand même un endroit où, enfin pas ici, pas à Metz, mais dans la sidérurgie, c'était un endroit où il y avait relativement beaucoup d'Algériens, dont la plupart étaient d'ailleurs célibataires, vivaient en célibataire, les familles. Il y avait c'est un autre contexte dans lequel les gars repartaient quand ils avaient envie d'aller chez eux, ils partaient pour 6 mois. Congé payé ou pas congé payé, ils donnaient leur démission de la SOLAC, et ils partaient, et ils étaient persuadés, et c'était vrai, que quand ils reviendraient dans 6 mois, on les reprendrait, enfin, on leur ferait un nouveau contrat. Donc c'était tout à fait un contexte tout à fait différent de celui qu'on a connu après. Les conditions de vie étaient assez faciles à l'époque. Oui. C'était à Paris à ce moment-là, dans les années 50, jusqu'à les années 50. Bah, il y a eu, ça s'est amélioré, enfin, c'était très mauvais jusqu'en 48 en gros. Les restrictions, la vie n'était pas facile. Et les conditions de logement étaient très mauvaises. Les conditions de logement étaient très mauvaises. C'est ça qui était très, très curieux. Moi, j'ai habité sur le boulevard Saint-Germain, mais dans une arrière-cour, où j'avais repris une chambre, une simple chambre, avec un lavabo, et qui était liée à la boutique d'un coiffeur. Le coiffeur habitait ailleurs, donc il sous-louait ça. Donc c'est le quartier Mouffetard et le quartier Maubert. Donc j'ai fait de l'action MLP dans le quartier Mouffetard, et les gens habitaient encore en masse dans des hôtels meublés. Enfin, les gens, des ouvriers. Et on ne trouvait pas de logement. Ça veut dire que éventuellement ils avaient un salaire correct pour l'époque. On rentrait dans une chambre d'hôtel où on trouvait un réfrigérateur qui n'était pas branché parce qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils l'avaient acheté parce qu'ils avaient de l'argent, enfin, et en attendant de pouvoir s'en aller de là pour aller ailleurs. Enfin, donc c'était tout. Oui, la vie, le pouvoir d'achat s'améliorait, mais les conditions de vie restaient difficiles et n'ont changé que quand on a commencé à créer les grands ensembles. Enfin, ça, c'est le début des années 60. Jusqu'à fin 50, enfin, les premiers, c'est quand même, on a commencé à en refaire vers 57, 58. Vous habitez resté longtemps dans cette petite Non. chambre? Non, après, alors ça, c'est une autre histoire, mais d'abord, mon domicile légal était Bagneux, toujours, chez mes parents, et j'ai habité là, et puis, au moment de la libération, le gouvernement a fermé les maisons closes et a fermé un certain nombre d'hôtels meublés qui étaient en fait des hôtels de passe. Et un certain nombre de gens, dont les gens du mouvement populaire des familles à l'époque, c'est ce qui avait précédé le MLP, ont acheté ou loué pour pas cher des bâtiments, ce qui leur permettait à la fois d'avoir des bureaux et de faire venir des permanents.
Hein. Donc j'ai eu un moment après, Marion n'est pas née là, mais enfin elle a passé ses premiers jours là. J'avais donc moi une chambre, et puis ensuite une chambre avec une cuisine. J'avais un boulevard Garibaldi devant le métro aérien, dans un immeuble qui avait été sans doute une maison de passe avant 1945. On est resté là jusqu'on vienne ici. Enfin, moi, je suis resté là tout le temps, mettons de 55 à 61. Et donc, quand Yveline a accouché de Marion, ça s'est passé à Paris. Et en sortant de la clinique, elle est venue là. Enfin, donc, c'est en raison que j'ai gardé le logement au moins jusqu'en 62. Oui, et puis après, on l'a partagé avec sa sœur. Enfin, c'est sa sœur qui habitait, et moi je y passais éventuellement quand je couchais à Paris. Donc, au début des années 60, tu es venu habiter à Metz. Oui. Qu'est-ce qui a favorisé ce choix? Comment ça s'est passé le vie passionnel j'ai été journaliste à Monde Ouvrier, puis à Tribune du Peuple, puis à Tribune Socialiste. Mais à partir du moment où on a créé le PSU, ils ne voulaient plus de permanents, donc pas de journaliste permanent non plus, et il a fallu chercher autre chose, bon, d'une part. Et d'autre part, je commençais à en avoir marre de Paris, et puis bon, on s'est marié avec Yveline, et elle, qui débutait dans la vie professionnelle d'enseignante, ne pouvait pas venir à Paris. Donc à un moment donné, on a eu le choix, elle a eu le choix, entre demander un poste dans une petite ville, dans un rayon de 150 km après Paris, par exemple Vitry-le-François ou je ne sais quoi, ou demander un poste dans une ville où c'était possible parce que ce n'était pas attirant. Alors on a hésité entre le nord et l'est, parce que je connaissais bien, moi j'étais très implanté en tant que journaliste et permanent, je m'étais beaucoup occupé et du nord et d'ici. Donc j'avais des amis et des relations ici, à Metz, mais aussi dans la sidérurgie, dans le bassin houiller, et aussi à Nancy, mais moins à Nancy. J'avais des relations, donc on a décidé de venir ici. Elle a demandé un poste ici, elle l'a eu, parce qu'encore une fois, ça ne l'attirait pas follement. Bon, l'éducation nationale, c'était quand même beaucoup de gens du Midi. Enfin, c'était ou du surplace, mais dans le secondaire, c'était les gens du Midi qui fournissaient des contingents importants. Et ils essayaient d'aller moins haut. Bon, donc, on s'est installé ici. Et à ce moment-là, j'ai cherché du boulot ici. Et j'ai été, grâce à des amis, en partie des amis d'Yveline, mais aussi... Alors j'avais commencé, c'est à ce moment-là que j'avais écrit un premier petit bouquin qui s'appelait Vérité sur la viande, qui était lié au problème des circuits de consommation, et qui j'écrivais pas mal pour l'Observateur à ce moment-là, mais ça, j'aurais peut-être pu essayer en restant à Paris de m'intégrer à l'Observateur, mais bon, c'est pas fait. Ça s'est pas fait, ou j'ai pas essayé de le faire, je sais pas. C'est difficile à dire. Et j'avais rencontré, en m'occupant de viande, j'avais rencontré André Gortz, qui était un des piliers des temps modernes, et qui avait aussi... Je l'avais rencontré parce qu'il avait écrit aussi sur la viande à un moment donné, et il avait un procès que lui faisaient les mandataires royaux. Bon, donc il m'a demandé mon témoignage. Alors j'ai apporté ce que j'avais comme information, et en discutant, on a parlé de la Lorraine, et il m'a demandé un article pour les temps modernes sur la sidérurgie lorraine, enfin sur la vie sociale de la sidérurgie lorraine. Ce que j'ai fait, ça a été la première partie d'une nouvelle classe ouvrière, donc
qui est paru donc, dans la collection des temps modernes qui dirigeait Sartre et Janson. Et mais je ne sais plus pourquoi on disait ça. Oui. Bon, donc cet article dans l'État moderne m'a fait rencontrer un certain nombre de gens. Et ici, à Metz, il y avait à la fois des gens qui s'avaient intéressé, un type qui s'appelait Roger Klein, qui était un prêtre, qui était un des bras droits de l'évêque, et aussi un ami, un type qui avait été député MRP des Côtes-du-Nord, mais qui avait quitté le MRP sur la gauche à un moment donné, qui s'appelait Bourret, Henri Bourret, et qui était sous-préfet aux affaires économiques. Donc tout ça m'a amené à, quand la caisse d'allocation familiale a voulu se donner un instrument d'étude qui s'est appelé le Conseil social et culturel de la Moselle, on m'a embauché. Votre mission, c'était c'était de faire des enquêtes ou des études sur... on a commencé par préparer le 5e plan, c'est-à-dire essayer de savoir ce qu'il fallait comme maison de jeunes, comme centres sociaux, comme travailleurs sociaux, donc étudier la situation du département et faire des propositions dans un certain nombre de domaines. Donc à ce moment-là, vous avez mis entre parenthèses votre action politique Pas entièrement. J'étais toujours membre du bureau national du PSU. La création du PSU, je ne sais pas si à quel moment... En 61. Alors on a fusionné, donc il y avait l'Union de la gauche socialiste, et des gens qui étaient restés à la SFIO l'ont quitté après que la SFIO soit ralliée à De Gaulle. Mais ils l'ont quitté essentiellement par opposition à la politique de Mollet sur la guerre d'Algérie. Enfin, ça a été bon, alors, ces gens-là étaient dirigés par Édouard Depreux, qui avait été ministre de l'Intérieur en 47-48. Non, plus tard. Bon, enfin, mettons en 50. Et il y avait quelques députés, il y avait l'ancien ministre de l'Agriculture qui était puissant dans les Côtes-du-Nord, qui était un type bien, qui s'appelait Tanguy Prigent. Et puis il y avait des jeunes, dont un certain Michel Rocard. Et d'autre part, un petit groupe de gens qui sortaient du PC. Donc on a créé le PSU avec l'UGS, qui était elle-même un mélange, des gens issus de la SFIO et des gens issus du PC. Alors les gens issus du PC, il y avait un leader qui s'appelait Popren, Jean Popren, et ils étaient très peu nombreux, et un type extraordinaire qui s'appelait Serge Mallet, avec qui alors, on a travaillé tous les deux sur les problèmes paysans, sur la viande, enfin, etc. Et j'étais donc chargé des problèmes ouvriers au bureau national du PSU. Ce qui fait que je passais, quand on s'est marié, Yveline est venue s'installer à Metz parce qu'il travaillait tous les jours. Et moi, je passais la moitié de la semaine à Paris, où quelquefois je venais une fois tous les 15 jours. Je venais 3-4 jours. Je venais à la sortie du bureau national, je prenais le train de 11h pour arriver à 2h30 du matin. C'était... Donc je suis resté au bureau national du PSU au moins jusqu'en 64, oui. Et effectivement, après, je n'ai pas mis en sommeil l'activité politique. Je me suis occupé de la Fédération de la Moselle, enfin avec l'Inder, et avec un autre ami qui s'appelait Grégoire, qui était de Thionville et qui était aussi de la CGT. On était un peu le noyau de la Fédération de la Moselle. 1964. Vous habitez à Metz? Oui. La crise du logement est intervenue à ce moment-là, vous avez dans une mauvaise... C'est-à-dire que, oui, la crise du logement, enfin, on a quand même habité dans des logements loués dans le centre-ville. Enfin, effectivement, on a construit Borny à ce moment-là. Et l'administration, quand Yveline est arrivée, elle a demandé à son administration si elle pouvait avoir un logement. On l'a inscrite, et 3 ans après, on lui a offert un logement à Borny. Bon, on était habitué au centre-ville, on n'y a pas été, on était aussi bien où on était. On est resté donc... on a déménagé 3 fois,
entre 61 et 72, bon, sur 10 ans, en gros, pour prendre plus grand à chaque fois. Mais et puis on est venu ici après. Et après 64, En 60. écrit Oui. pour l'Observateur ou Non, j'ai pratiquement plus écrit pour l'Observateur, mais j'ai commencé à écrire en dehors d'une nouvelle classe ouvrière. J'ai pensé à la minage continue vers 66, et puis j'ai écrit dans des revues. Enfin, j'ai sur ces problèmes. J'ai commencé aussi à m'intéresser plus à la culture ouvrière. ça vers 66? Oui, oui. Je participais toujours à des stages. Je participais à l'animation de stages à Paris au CCO, au Centre de culture ouvrière. J'avais pas pris au conseil social. Je m'étais réservé la possibilité d'avoir une semaine par mois pour faire autre chose. Que je prenais, c'était un bon régime parce que je la prenais ou je la prenais pas. Si je la prenais, j'étais pas payé. Si je la prenais pas, j'étais payé. Donc c'est assez agréable, oui. Vous êtes resté au conseil social Jusqu'en 71. 61. Oui. Et là, on s'est séparés. Bon, j'ai été licencié, mais ce qui était tout à fait normal. On était en désaccord. J'étais en désaccord avec le secrétaire général. On n'était pas très nombreux, mais on était 3 ou 4. Et puis le président, qui était le directeur de la CAF, sur la politique à avoir vis-à-vis des associations. Donc, on s'est séparés et j'ai fait différentes choses. Et puis, on a fondé l'IRFA. J'ai fondé l'IRFA. En 73, fin 73. Et donc, j'ai été président, directeur, tout ce qu'on veut, jusqu'en 60 jusqu'en 86, enfin, jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite. Comment ça se passe? Vous fondez l'IRFA, comment ça s'est passé? C'était le temps où on commençait à parler de formation permanente. Enfin, on a commencé à parler de formation permanente. C'était très modeste, les choses, le centre de culture ouvrière et autres. Et puis, il y a donc eu un mouvement en faveur de la formation permanente qui s'est concrétisé en 71, quand Chaban-Delmas était Premier ministre et que Delors était un de ses conseillers, en particulier. C'est Delors qui a poussé à la loi de 71 sur la formation permanente. Donc il y avait un terrain qui se dégageait. J'étais en contact avec Delors, enfin il avait été au PSU un moment, avant il était à la Jeune République, enfin bon, ça fait partie des gens que je connaissais bien. Et on lui a demandé conseil et il nous a incité à fonder quelque chose. On a fondé l'IRFA en se disant qu'on ferait de la formation pour le personnel des associations. Et en réalité, on a trouvé on l'a fait. Mais on est parti sur une autre base. On s'est dit, on va s'occuper. C'était encore l'époque de la prospérité. Il n'y avait pas de chômage. Et on a senti à travers les mouvements familiaux et autres qu'il y avait une demande de reprise du travail par des femmes qui avaient abandonné leur métier, leur profession, leur entreprise, généralement pour élever des enfants, enfin bon, etc., et qui, vers 40 ans, avaient envie de retravailler. Bon, à l'époque, il y avait donc il y a eu deux choses. Il y a eu l'entreprise Retravailler, qui a été fondée par Madame Sullereau, Evelyne Sullereau, qui faisait des stages courts et qui s'adressait plutôt à des femmes de cadre, enfin, une certaine population. Et puis nous, on a inventé ici Retrouver la vie active, et on a eu un peu d'argent au début, pas beaucoup. Bon, et puis on a donc
On a donc démarré ça et l'IRFA est parti de là. Et en même temps, j'avais continué à travailler sur les problèmes de culture ouvrière et j'étais en liaison avec le service des études du ministère de la Culture, et qui m'a commandé des études. Donc ça s'est passé par l'IRFA, c'est-à-dire moi j'étais salarié à l'IRFA et c'est l'IRFA qui était commandité pour faire ce travail. Et on a donc fait les deux choses à la fois. On a monté un centre de formation et on a eu des études qui, pour l'époque, étaient bien payées. Enfin. Donc l'IRFA a vécu sur deux choses. C'était quel type d'études? Des études sur les pratiques culturelles. Alors au sens large, c'est-à-dire que j'ai fait des études sur le budget temps. Le budget temps hors boulot. Pour voir où étaient les pratiques, etc. Alors, il reste des articles, il reste à la fois des gros documents et des articles là-dessus. Bon, ce qui fait que en 81, le directeur de cabinet de Lang m'a demandé de me charger d'une mission sur les cultures ouvrières, qui a duré. Alors, là aussi, j'étais dans une situation tout à fait spéciale. Je les arrangeais d'ailleurs. Ça se passait par des contrats d'études passés à l'IRFA. Et c'est l'IRFA qui touchait l'argent, ce qui me permettait de me payer, à l'époque, largement 3/4 de temps, de payer du secrétariat, de payer mes frais de déplacement, etc. Ce qui fait que j'avais pas de... J'ai jamais eu d'ennui, comment dirais-je, j'ai jamais été pris dans les raies de la fonction publique. J'étais payé en bloc, moi et mon personnel. Je reviens là. Comment s'est passé mai 68? On n'a pas parlé dans le détail. C'est vrai. Mai 68... Oui, c'est le moment de l'aminage continu. J'avais fini d'écrire l'aminage continu et je l'avais donc envoyé chez Julliard, qui s'apprêtait à le publier. Et manque de peau, il y a eu la grève. Et mai 68 a été un tournant dans ce domaine, dans la mesure où c'est la première